Dans un monde où la société pestacle n'a jamais été aussi abrutissante, où le binge-watching fait office de passe-temps, où les zombies n'ont même pas la décence de se nourrir de cerveau, une équipe d'historiennes et d'historiens a le courage de lever le nez de leurs archives pour vous divertir sérieusement. Histoire de passer le temps, vendredi 16h sur choc.ca. Cinéma, jeux vidéo, télé, bande dessinée, littérature. Chaque semaine, les Amazones se réunissent pour discuter geekness avec un regard féministe et un panel pas comme les autres. Parce que la culture geek, c'est pas juste un boys club. Rejoignez-nous tous les mercredis dès 11h sur choc.ca. Hey, vous saviez que choc.ca ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24h/24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. J'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo directe sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème, retrouvez le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique. Pool Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. What a day, ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc. Le mercredi 10 avril 2019 est décédé le lapin Monseigneur Maurice, aussi connu sous les noms de Jeannot Lapin, Steve Lapin, Steve Diamond, des suites d'une infection foudroyante qui aura eu raison de son âge avancé. Il laisse dans le deuil ses amis et gardiens Élisabeth Coulon-Lafleur et Mathieu Niquette, ainsi que ses nombreux fans acquis via les réseaux sociaux au cours des dernières années. Les prochaines minutes serviront à rendre hommage à ce grand disparu, en espérant que chacun d'entre nous puisse en retirer une certaine forme de paix et de sérénité. Mesdames et messieurs, bienvenue à des si et des ré. Ça se pisse puis ça chie pas dessus quand ça meurt. Ah, pour vrai? Ouais, ça, ben non. Mais je pensais tous les mammifères. Ça chie tout le reste de sa vie, mais pas quand ça meurt. Ah, ben, Colin. T'as tellement un bel hommage. Ouais. Hey, on est-tu en nom? Ben, hey, moi, je voulais pas. On l'a-tu entendu en nom de mon hommage? Parce que moi, je disais ça juste pour vous autres, là, pour moi. Je pourrais pas dire, faudrait demander à ceux qui arrêter de mentir, on l'a entendu. Ah, ouais. Ok. Hey, je vais garder ça pour moi. Mais donc, vous aurez compris que le magnifique Julien Bernatchez n'est pas là aujourd'hui. C'est son SIDA 2 qui est revenu? Il était trop terrassé par la mort de Jeannot, j'ai l'impression. Il y a une relation spéciale. Ça l'a affecté. Je pensais que ça m'avait affecté, mais lui, ça y a parti. Ça l'a affecté
véritable. Comment on dit ça? Là? Véritablement? Véritablement. Ouais. Tu sais, c'est un petit lapin. J'ai eu une infection à cause de ça. Ouais, je pense qu'il se sent comme dans la famille des petits rongeurs. On le compare souvent à ça. Ouais. Écoutez, fait que c'est ça. Aujourd'hui, on va faire un hommage à mon lapin qui est décédé. Pour ceux qui sont pas au courant, mon lapin, Monseigneur Maurice, c'est son premier nom. On pourra l'appeler de tous ses autres noms comme son nom de baptistère, ça. Oui, voilà. Je ne connaissais même pas son nom. Son nom de Dieu. Son nom original, Monseigneur Maurice, qui est décédé. Fait que là, je sais pas comment ça va aller, sincèrement. Jusqu'à hier, quand je préparais ma petite chronique, j'ai eu la larme à l'œil. Je vais vous lire. Je vais vous lire sur quoi j'ai pleuré. Là, c'est la chose la plus ridicule. C'est quelque chose dont il vaut mieux rire parce que c'est la chose la plus ridicule. Je vais vous en reparler plus tard. Puis pour m'accompagner dans mon épreuve cette semaine, j'ai la chance d'avoir des bons amis autour de la table et Nicolas aussi est là. Alors avec votre esprit. Premièrement, il y a Linda qui est là avec nous. Allô Mathieu. Allô Linda. Toi, comment ça va? Ben moi ça va bien, ça va mieux que la semaine passée. J'étais dans un état sur la semaine passée, on se rappelle, mais là j'ai vraiment axé mes journées sur la pratique de choses qui me font du bien. Parce que, comme ma psy m'a dit, faut pas attendre d'aller mieux pour faire des choses qui nous font du bien. C'est paradoxalement, on fait ça, on dit quand je vais aller mieux, genre non, fais les choses qui te font du bien et tu vas aller mieux, c'est d'une simplicité, mais il faut s'en rappeler. Et qu'est-ce qui te fait du bien, toi, Linda? Ben j'ai fait du yoga. J'ai écouté beaucoup de musique le matin. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Et puis, j'ai parti un nouveau projet de crochet. Et puis, j'ai vu des amis, des choses comme ça. Mais c'est quoi la musique que t'écoutes le matin? Ben, moi, j'ai une playlist Spotify qui est à peu près un genre de, c'est pas beaucoup là, c'est genre 140 tunes, mais extrêmement diversifié, mais des coups de cœur de vie. Mais ça va dans le kitten, ça va dans le vieux rock, ça va dans plein d'affaires. J'attends ça, mais c'est quoi? Moi, je loue. Ben, on dirait qu'elle évite la question. Honnêtement, faudrait que je vous la partage. Je vais la rendre publique, ok? Je vais la partager. Écoute, parce qu'elle ne s'explique pas. T'es capable de nous nommer 3-4 tonnes? Ben, mettons que... Une heure à matin. Non, mais peut-être que ça rend pas compte de la playlist. Non, c'est ça. Chaque tune en soi ne rend pas justice à la playlist. Regardez, je vais vous la partager, ok? Je vais la partager sur la page. Si ça intéresse quelqu'un, allez l'explorer si vous avez Spotify, ok? Vous allez comprendre que c'est un monstre en soi, c'est une entité en soi, ma playlist. Elle dure 5 heures, mais 5 heures de bonheur. 5 heures quand même. Est-ce que tu l'écoutes au complet? Non, j'en skip beaucoup, mais je l'écoute toujours de façon aléatoire. Moi, je veux pas de routine. Moi, j'aime ça le random. OK, une chanson. Seigneur. OK, je vais aller chercher maintenant une chanson dans ma playlist. Mettons dans le très, très quétaine, là. Mais dans le très, très quétaine, mettons. Qu'est-ce que je pourrais vous nommer? J'aime beaucoup aussi les tunes un peu, tu sais, de nostalgie des années 70, là. Du genre, je sais pas moi, I Need You de America, là, tu sais, des affaires de même, là, qui font mal, mais dans les années 70. Je la connais, cette tune-là. Oui, avoir mal dans le passé. Avoir mal dans le passé. Comment les gens avaient mal dans le temps? Ben, il allait faire une ride de char, je pense. Ah, oui, ou de moto podcast. Exact. Easy Riders. Exactement. Guy Lafleur. J'ai une chose extrêmement quétaine qui est Alexandra de Claude François. Oui, ben oui. Ah, ça c'est un bonheur. C'était notre tune d'école de théâtre, à Saint-Hyacinthe. Tu peux pas ne pas danser là-dessus. C'est extraordinaire. Alexandra. Voilà, exactement. Barracuda. C'est bon, ça. On va la mettre tantôt. J'aime beaucoup les chansons des contes pour tous. Moi, tous tes rêves, je les connais par cœur. Ah, c'est bon. Puis ou sinon... Ah oui, ils me rendent mal à l'aise, ces chansons-là. Ah oui, ils donnent un arrière-goût de pédophilie. Ben, tu sais, Claude François en général aussi, là, je te dirais. Les rêves... Avez-vous entendu son entrevue de Claude François, là, où il est là, puis c'est une vieille entrevue, évidemment, puis il dit... Il dit moi les femmes je pense qu'elles atteignent leur maximum à 16 ans parce qu'après elles commencent à réfléchir par elles-mêmes et puis c'est là que ça se gâte, mais tu sais il dit ça pas de manière désinvoltée. Tu vois qu'à l'époque c'est tout à fait normal de déclarer quelque chose de même. Fait que tu fais ok, s'il trouve que le pic c'est 16, ça veut dire qu'il a essayé un peu plus puis il a sûrement essayé un peu moins. C'est qu'il était gay, moi. Ben, peut-être qu'à 16 ans, ils commencent à plus avoir les formes, avoir leur propre forme. Fait que c'est peut-être ça, là, tu sais. Peut-être. Je sais pas. Hey, Dominique Mascotte est avec nous aussi. Ben, j'aimerais remercier... Non, j'aurais dû dire, parlant de pédophile, on a Nicolas avec nous. On a Nicolas avec nous. Il est pas pédophile, Nicolas. J'ai tous les défauts sauf celui-là. Ça va, mon dodo? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ben, j'étais un petit peu grippé, je te dirais. C'est pas mal dans le pire. Pas mal dans le pire.
Comment ça? Parce que tu joues aussi? Je suis toujours avec petit jus de fesses. Petit jus de fesses, ben c'est peut-être ça aussi. Ça, là, on est fatigué, on travaille beaucoup. On a un super show qui est le Passe-Partout des Pic-Bois, qui termine à Gatineau. Et sinon, c'est ça. Et puis, selon ce que vous avez écrit sur les réseaux sociaux, ça semble avoir fait un tabac à Valleyfield. Oui. Ah, mais c'est un excellent show. Là. C'est un show de fou. C'est sûr que... T'aurais une voix pour Crazy Lynn ce matin. C'est dommage. C'est pas faux. À Box Office, mais il parlait de Denis Arcand. C'est que Nicole, ma productrice, c'est aussi... ma femme, elle veut pas que je parle quand j'ai une grippe comme ça. On se dit que Denis Arcand il est là ou on a gagné un Oscar puis elle m'a pas laissé parler. Et on a Denis Arcand avec nous. Et on a également le désagrément d'avoir Nicolas encore une fois avec nous cette semaine. Yeah! Ben, il y en a un content, au moins. Moi, je suis content d'être là. Qu'est-ce qui se passe, Nick? C'est quoi, là? Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie, là, le jour? Ben, je continue à enseigner, là, puis j'ai hâte que la session finisse. Ouais, tu vas commencer à t'anner un peu? Ouais. Parce qu'à partir de 16 ans, les gens pensent trop, hein? Non, mais là, c'est ça. C'est une session bien occupée. J'ai hâte que... C'est plate un peu, que j'ai hâte qu'elle finisse parce que j'aime ça enseigner, mais là, j'ai hâte à l'été, là, ça va faire du bien. T'aimes ça enseigner, mais t'aimes ça te baigner aussi. Ah, pas tant que ça. Tu viens jamais au Glissade d'eau avec nous autres? Non, j'aime ça, moi, me baigner en privé. J'aime pas ça, me baigner en public. Avec le corps que t'as. Ça se comprend. C'est ça. J'aime pas ça, les piscines publiques. Non, mais t'as un beau corps. Jouer dans une piscine, dans une cour, j'aime ça. Moi, ton corps, il me fait envie. Non, c'est pas ça. C'est l'idée, tu sais, de piscine publique. Je sais pas, j'aime pas ça. Moi, je suis pas venu à Décideret pendant 1 an. Puis j'étais pas capable d'accepter que ton corps... il était aussi sublime. Ça me rend mal à l'aise, les compliments, j'aime pas ça. Non, c'est un corps, là. C'est pas un corps, c'est un œuvre. C'est quelque chose. Dodo, il est malade, là. Il délire. Il parler du corps des gens, en général. Alors, on commence avec plein de photos de fesses. Alors, on va commencer avec... J'avais juste une petite question pour toi, Niquette, avant qu'on parle de Feu Lapin. Parce que Feu Lapin, il y avait vraiment un superbe condo. Oui, tu y avais bâti, qui était vraiment il y en avait un nouveau. Là. Un nouveau en plus. En tout cas, si vous remontez les photos sur ma page Facebook, vous allez voir qu'il y a 2 modèles parce qu'on n'a pas déménagé le condo. Nous autres, on a démoli puis on a rebâti en Je me demandais là, si tu allais faire affaire avec Guy Spears pour le vendre parce que lui, il bouge ça. J'avais zéro pensé à ça. Je pourrais faire appel à Guy Spears pour vendre ça. Peut-être que mais ça pourrait sortir quelque chose de positif de ces événements. Il y avait comme sa propre version d'Habitat 67. Mais là, Guy Spears, il nage dans des eaux troubles. Ces temps-ci, je sais pas si vous avez vu, il a comme envoyé un message passif-agressif, je dirais, à GSP, Georges Saint-Pierre, parce que Guy Spears Primo, c'est l'autre GSP. Puis là, il est allé écrire sur Facebook à Georges Saint-Pierre d'arrêter d'utiliser les lettres GSP. Fait que là, c'est un gros beef, là. Ben, en tout cas, pour l'instant, de ce qu'on sait, il a pas encore répondu. Fait que probablement qu'il va arrêter d'utiliser GSP. Peut-être même changer son nom. Oh my God. Il n'y aura pas le choix. Et voilà. Attendez, de quoi on parle? Parce que là, je pense juste au corps de Nicolas. Ouais, non, je sais, Dodo. Tu pourrais penser encore un peu parce que premier invité, c'est moi. La chronique, c'est la chronique à Niquette. Oui. Écoutez, je pense que la chose la plus simple que je peux faire pour rendre hommage à Steve. Hey Dodo, nomme-moi donc une toune là. J'ai pas pensé à me mettre une toune en background. Puis là, je me dis, ça pourrait être cute. Tu dois avoir ça toi, dans ta tête. Oui. Pense à quelque chose. Only the lonely. Only the lonely. Ah, ouais. Ok, je vais mettre ça. Oups, je suis pas sûr. Il y a plein de claviers devant moi. Bon, grave. Bref, je vais commencer. Meilleure réalisation encore une fois. Ouais, la réalisation de l'année. Mais moi, ça me dérange pas, je le fais pas souvent, je me mets pas de pression. Ok, fait que je vais faire simplement le récit de comment qu'est-ce qui s'est passé avec Jeannot cette semaine. On va peut-être nous baisser ça un petit. Ouais. Bit. 2 gosses et un beau pen. 2 gosses qui sont pas trop grosses. Ça, c'est Nick, ça, hein? Ouais. C'était Jeannot aussi, un peu. Je vais commencer avec faire la genèse de comment ma relation avec Steve a commencé. Moi, j'ai hérité de Steve il y a presque 3 ans maintenant. Ça s'est fait au début de l'été 2016, donc. J'ai hérité de Steve de ma copine Elisabeth.
Puis elle s'en allait travailler aux îles de la Madeleine. Puis dans la panique du départ, elle n'a pas réussi à donner son lapin. Attends, Ellie s'appelle Elisabeth? Oui. Ah, mon Dieu. Oh, grosse révélation. Je pensais que c'était Ellie son nom. Tu vois, il y a des gros punchs qui s'en viennent. Tu vas te tomber en bas de ta chaise. Donc, Ellie m'a donné le lapin que je devais garder quelques semaines parce qu'elle avait trouvé quelqu'un juste avant de partir, mais son ami devait attendre quelques temps. Elle devait me recontacter pendant l'été. Ça a pris 1 mois et demi avant que son ami me recontacte. Puis moi, pendant ce temps-là, j'ai commencé à m'occuper de Steve. Finalement, je l'appelais Steve. À la fin de sa vie, je l'appelais Steve. Fait que je risque de l'appeler plus souvent qu'autrement Steve. Ah, une quête, je t'arrête tout de suite. Oui. Tuesday's Gone. Ok, je vais préparer ça. Merci. Ouais, tu me colleras des tunes de même. Fait que là, moi, je pouvais plus m'en départir parce que quand tu commences à t'occuper d'un animal, de quelque chose, quand cet animal-là dépend de toi, il y a comme vraiment une relation vraiment forte qui s'installe. Ouais. Puis un lapin en particulier, c'est pas super autonome, tu sais, ça se gère moins tout seul qu'une autre sorte d'animal. Fait que t'as l'impression vraiment de t'impliquer. Puis contrairement à un mammifère, un rongeur, ça garde ses réflexes de rongeur. Fait que ça pense pas comme un... Contrairement à un mammifère? Ben, c'est différent d'un mammifère. C'est complètement autre chose, la façon de penser. Mais c'est un mammifère. Contrairement à un rorqual? Disons un félin ou un canin, dis-je, pardon. Contrairement aux autres mammifères qu'on a comme animal de compagnie qui sont pas des rongeurs, qui ont plus des comportements d'affection qui s'apparentent un peu plus à celui de l'humain. Les rongeurs, ça va rester toujours très sur ses gardes pour le prédateur. Ça fait que ça se gère d'une autre façon. T'sais. C'est beaucoup dans leur tête, hein, on dirait. Ouais, tu vas le rendre heureux d'une autre façon, puis il faut que tu apprécies l'amour qu'il te donne en retour d'une autre façon aussi. En voyant ton lapin heureux, c'est ça qui te rend heureux. C'est pas le lapin qui va venir te donner de l'affection comme un chat ou un chien peut le faire quand t'es triste. Là, on dirait que le chien ou le chat sent ça puis vient te consoler. Un lapin fera pas ça. Fait que c'est vraiment à sens unique. C'est toi qui donnes tout à cet animal-là. Puis après avoir tant donné, donc je voulais plus m'en débarrasser. Fait que avant les fêtes, fait que tout ça, j'ai commencé à m'en occuper. Comme disait Nick, j'ai construit une maison. Quand Max a quitté notre ancien appartement quelques mois avant le mois de juillet, toute la pièce, la chambre à Max était rendue sa place. Je pense que c'était ça le pic de bonheur dans sa vie. C'était quand il y avait toute la chambre à Max pour courir, pour se promener. Puis toute l'appart, en fait, parce qu'on laissait les portes ouvertes. Fait que là, notre relation continue d'évoluer comme ça. On est arrivé dans le nouvel appart, là, c'est encore une période d'adaptation. Puis je dirais qu'à chaque fois qu'on s'est déplacé, ça prend. Puis quand il est arrivé chez nous, ça prend un gros mois et demi, 2 mois avant qu'un lapin, ça se sente vraiment en confiance. Fait que là, c'était encore une autre étape de le revoir, se réapproprier, reprendre confiance à la vie, puis revenir visiter tous les raccoins de l'appart. Fait que ça a duré comme ça jusqu'avant les fêtes. Où nous, moi et Ellie, comme cadeau de Noël, je devais donner un chat à Elisabeth. Finalement, elle était trop occupée pour commencer une relation saine avec un chat. Fait que on n'a pas eu de chat. Mais vers la fin de l'été dernier, il y a un chat qui est arrivé dans notre fenêtre au 3e étage en miaulant pendant qu'Ellie faisait la vaisselle. Puis elle l'a laissé rentrer. Maman chat est entrée dans nos vies. Le maman chat, pourquoi? Parce qu'elle elle cherchait pas une place par hasard. Elle cherchait une place parce qu'elle était enceinte. Fait que ce qui fait qu'au mois de novembre dernier, on a eu des bébés chats chez nous. 3 bébés chats qui sont nés sous les yeux d'Elisabeth pendant que j'étais au travail. 3 bébés chats magnifiques. Là, c'était plus que ce qu'on espérait. Fait que nous, on voulait pas garder 4 chats. Fait qu'on en a donné 2. On en a gardé 1 avec la maman. Fait qu'on a 2 chats à la maison depuis ce temps-là. Puis là, on s'est dit ça va être génial parce que le bébé chat, il va grandir toujours en connaissant le lapin. Fait qu'il va toujours être habitué à la présence du lapin. Ça, c'est bien. Fait qu'il se méfiera pas de ses comportements. Il va être habitué parce que c'est ça. L'autre chat, il trouvait ça weird. Un lapin, ça réagit bizarrement. C'est méfiant. Fait que le chat était méfiant en retour. Là, ça va être génial. C'est un peu ce qui s'est passé, les bébés chats, le temps qu'on les a eus. Puis celui qu'on a gardé qui s'appelle Roussev maintenant, en l'honneur du lutteur Roussev. Ils ont développé une super belle relation. Puis, à un point tel que, un peu comme c'est arrivé avec moi, que j'ai déjà raconté, ça arrivait que le lapin, des fois, il était horny avec le bébé chat, tu sais. Puis lui, il sait pas, il fait pas la distinction. Puis le bébé chat non plus, lui, il sait pas c'est quoi être horny, tu sais. Fait que lui, il se faisait zigner par le lapin, puis il pensait que le lapin voulait jouer. Puis le bébé chat, il joue, puis il donne des petits coups de patte. Puis un lapin, ça a des yeux globuleux assez exposés. Puis le petit bébé chat, lui, il griffe, puis il connaît pas sa force. Fait que moi, je voyais ça aller, puis je me disais, un jour, il va arriver quelque chose. Un
jour, il va le griffer, puis tu sais, je me disais, ben au pire, tu sais, ça arrive, c'est sûrement pas dramatique. Je me suis dit, si cet animal-là, les yeux aussi exposés, il doit avoir quand même des yeux. Une forme de protection quand même. Ouais, plus que nous, mettons. Puis là, ben, à un moment donné, ce qui devait arriver arriva, mes amis. Ben, c'est ce que je suppose, du moins. Probablement reçu un coup de griffe dans l'œil. Je m'en suis aperçu mardi tôt le matin, en allant me coucher. En fait, vu que je travaille de nuit, j'étais allé me coucher vers 5h du matin. Là, j'ai vu que le lapin avait un œil un peu fermé. Fait que là, je vais dire, OK, demain, je vais appeler je vais vérifier ça. Quand je me suis réveillé le lendemain, en début d'après-midi, là, il était complètement fermé. Avec un petit liquide qui s'écoulait. Fait que je trouvais ça bizarre. J'ai appelé le vétérinaire. Le vétérinaire avait de la place pour le jour même ou le jeudi matin. Moi, je pouvais pas y aller le jour même parce que j'ai pas eu le temps de prendre d'arrangement pour mon travail. Puis où je travaille, je peux vraiment pas m'absenter. Sinon, j'ai des pénalités pour ça. Fait que moi, je me dis, sachant ça, je suis allé chercher des gouttes pour les yeux. Je me suis dit, pour au moins nettoyer un peu la plaie, l'œil. Fait que j'ai mis des gouttes dans ses yeux. Là, je voyais qu'il manquait un peu d'entrain, mais je me suis dit, bon, il est craintif, tout ça, il a peur. Puis il s'était un peu dans le coin de sa cage, l'œil fermé vis-à-vis le coin, parce que je me dis, il devait avoir peur de pas pouvoir voir ce qui l'attendait. Fait que quand je suis revenu de travailler ce matin-là, ma blonde Ellie était couchée sur le sofa. Puis quand je suis rentré, je suis allé voir le lapin. Puis elle m'avait écrit pendant le soir en disant, il file vraiment pas. Puis tout ça, je pensais qu'elle était comme un peu plus émotive que moi face à la condition du lapin. Puis quand je suis revenu, ben là, j'ai vu qu'il bougeait presque plus. Puis là, un lapin, ça a toujours son petit nez qui bouge tout le temps. Puis là, son petit nez, il bougeait plus. Puis là, le lapin, ben, il était comme vraiment sans force. Normalement, quand j'essayais de le prendre, ben, il se débattait. Puis là, je l'ai pris, puis il était presque sans vie, tout ça. Fait que là, je me suis mis à pleurer. J'ai réveillé Elisabeth. Puis là, j'ai dit, je pense que mon petit lapin, il passera pas la nuit. Fait que là, Ellie puis moi, on a pleuré avec le petit lapin dans les bras. Puis là, je l'ai remis dans sa cage. Puis là, Elisabeth est allée se coucher dans la chambre. Ben oui, je vais mettre la caméra sur moi. C'est des bonnes émotions, ça, c'est payant. Fait que là, je suis allé le remettre dans sa cage. Puis là, j'ai un peu abandonné l'idée. Puis là, il est allé se coucher. Puis là, à un moment donné, vers 5h30 du matin, j'ai un regain de non, hostie, je vais le sauver, tu sais. Fait que là, je m'en vais dans la pharmacie. Puis là, je check des produits. Qu'est-ce que j'ai? Je trouve du polysporin. Je me suis dit, je vais mettre du polysporin dans l'œil. Là, je le prends. Il est presque sans vie. Puis là, son petit œil, il est tout croûté. Là, faut que je décolle parce qu'il est collé. Puis là, faut que je tire. Puis là, la croûte s'enlève. C'est super triste. Puis là, j'y nettoie son petit œil avec un petit Kleenex. Puis là, j'y mets son petit polysporin dans l'œil, tout ça. Puis là, je demande de s'accrocher. C'est con. Juste une petite journée de plus, tu sais. Juste 24 heures. Parce que j'ai mon rendez-vous à 9h30 le lendemain matin, tu sais. Fait que là, je m'en vais me coucher en le laissant dans le coin de sa cage. J'y coupe des petites carottes avant pour lui donner un dernier petit repas de carottes. Puis là, on va me coucher. Puis là, vers 9h30 le matin, je me lève pour aller aux toilettes. Puis là, ma cage, je pensais à côté de ma cage, mais le petit lapin, il était parti. Presque. C'est ce que je pensais. Je l'ai vu, il respirait presque plus. Fait que là, j'ai ouvert la cage, j'ai touché, puis là, j'ai vu qu'il respirait à peine. Fait que je me suis assis sur le sofa, puis là, j'ai flatté une quinzaine, vingtaine de minutes. Puis là, pendant que je le flattais, Jeannot Lapin est parti. Comme ça. Fait que voilà, j'ai enlevé les copeaux de papier de son petit visage de rongeur. J'ai mis dans sa cage. J'ai mis une petite couverture sur sa cage. Puis j'ai pleuré un petit peu dans le sofa. Puis je suis retourné me coucher. Fait que ça, c'était le récit de mon petit lapin cette semaine. Oh là là. Avec une toune bien choisie. Dom, encore une fois. Puis étrangement bien avec le rythme du récit. Écoutez, gang, est-ce qu'on pourrait aller faire un petit câlin à Mathieu? On s'en va faire un câlin à Mathieu. Je lève le son, on se fait un câlin. Ça, c'est de la grande radio, mes amis. Oh là là. Et puis on arrive pile avec le fade-out de la toune. On voudrait dire que c'est arrangé. Puis on pourrait pas. Mais ouais, c'est ça que... C'était ça ma semaine, mes nouvelles brèves de la semaine. C'est ça que j'ai vécu. Je me fous du monde entier, Frédéric, parce que j'ai des choses à dire sur ton lapin. Okay. Puis après ça, j'ai une chronique.
L'homme, c'est vraiment un professionnel des trames sonores, là. Ben oui. Il arrive toujours à mettre la toune exacte. Fait que ça, c'est avant ta chronique, je me fous du monde entier. Ouais, parce qu'après okay. ça, ma chronique, ça peut être la dernière, là. Mais bref, tu sais, juste après ça, tu sais, tout ce qui est, tu sais, c'est ça, là, tout plein de petits détails un peu niaiseux, tu sais, avec du recul, tout ça va sembler, tu sais, parce que, tu sais, comme je disais, puis là, ma blonde, puis moi, on s'obstinait hier, tu sais, moi, j'arrête pas de dire que c'est pas grave, tu sais, c'est pas quelque chose qui est grave, tu sais. Comparer, on va relativiser toutes les tu sais, c'est pas le but de minimiser puis de dire que c'est pas triste, tu sais, c'est triste, mais c'est pas. Non, c'est ça n'enlève pas l'émotion. Non, exact, tu sais. Mais tu sais, je peux pas, tu sais, je veux pas que ça m'empêche de faire quoi que ce soit, que ça m'empêche de venir, mettons, à l'émission aujourd'hui parce que je suis triste de ça, tu sais. Fait que c'est ça. Puis mais après ça, c'est comme plein de petits détails de, tu sais, bon, là, faut que je nettoie sa cage. Ah, calisse que c'est triste. Vider la cage du lapin, ça c'est triste. Après ça, sortir sa petite maison de l'appart. Ah, Christ que c'est triste. Après ça, rappeler le vétérinaire pour canceller le rendez-vous. Ça, c'est vraiment triste, rappeler un vétérinaire. Tu rappelles, tu cancelles pas un rendez-vous, tu sais. Puis après ça, quand j'étais allé à l'épicerie puis je suis passé devant les fines herbes puis ça m'a rendu émotif, tu sais, parce que j'achète juste des fines herbes pour mon lapin ou presque, tu sais. Fait que c'est ça. Puis là après ça, j'étais allé lire un site un site. Ben, tu sais, je voulais juste checker. J'ai tapé deuilanimalier.com puis il y a effectivement un site qui s'appelle mais tu sais, c'était plus pour la blague. Puis là, je suis tombé sur un texte que je vous lirai peut-être à la fin, là, s'il reste du temps à la fin, peut-être que je lirai ça, mais qui s'appelle... Hey, c'est ton émission. Non, mais je reviendrai. Non, je reviendrai à la fin. T'es sûr? Ouais. Parce que c'est pour vrai, ça s'appelle À toi mon humain que je quitte. Puis c'est comme un blog. Puis là, la dame qui a écrit ça, elle écrit que c'est comme si c'était ton animal d'outre-tombe qui t'envoyait une lettre. Oui, j'ai déjà vu ça. Mais je pense pas que j'aurais la force de lire ça. Mais pour vrai, mon Dieu, que ça doit être triste. Mais tu sais, pour vrai, moi, écoute, j'étais dans le bain hier, puis je pleurais à chaudes larmes en lisant ça. Je travaille toujours dans le bain, là. Mais je pleurais vraiment à chaudes larmes. Mais pour vrai, c'est Oméga. C'est Oméga Kéten, là. Attends, il y a une phrase. Nos vies commencent quand on connaît l'amour. Le même amour que tu m'as donné, mon ange, sans ailes et deux jambes. Mais c'est des petites phrases de même, c'est ultra quétaine, c'est à la limite pastorale. Puis moi, ça m'est venu me chercher au bout, là. C'était vraiment quelque chose. Fait que Dodo, je t'envoie ta toune. Je me fous du monde entier. Oui. OK. C'est pas ma chronique, là, c'est improvisé. Ma chronique va être pas mal improvisée aussi. Mathieu, je voudrais te dire que Jeannot, Steve ou peu importe le nom, ce lapin-là a une vie incroyable grâce à toi et Élie et Maxime aussi. Moi, tu as construit pas un condo, un château. C'était un château. J'avais jamais... Moi, quand j'avais vu ça, c'est du niquette tout craché. J'aurais jamais pensé à ça. Tu sais, je me considère comme quelqu'un de créatif, là. J'aurais jamais pensé à construire un château pour un lapin. Le lapin, là, moi, à chaque fois que je le voyais, je faisais... Voyons, un lapin, tabarnak, pogne-toi un chat, un chien, un lapin. Puis ce lapin-là, tu sais, il venait nous voir quand on répétait, pis tout. Puis Joe Ranger, il l'aimait au bout. Ouais, il l'aimait au bout. C'est un... Hey, je te voyais couper de la salade, des carottes, tu faisais tout. Parce que c'était des plats maison en plus que tu lui faisais. Ce lapin-là, il aurait pas pu avoir une aussi belle vie sans vous autres. Puis honnêtement, Niquette, là, tu peux être fier de toi parce que ce petit lapin-là, là, même s'il était, c'est un lapin, mais je suis sûr qu'il se sentait chanceux. Puis Mathieu, tu le fais aussi avec tes chums, ça. Tu t'occupes de tes amis, de ta famille. Puis en tout cas, n'importe quel... Moi, je te souhaite que tes deux petits chats, ça, des deux petits... Comment ils s'appellent encore? Roussev, puis Maman Chat, là. Puis Maman Chat vont être des animaux comblés parce que tu penses avant tout aux autres, avant toi. Et bravo, Mathieu. Merci infiniment, Dodo. Puis je tiens juste à dire que Roussev, même si c'est un assassin, j'ai jamais été fâché contre lui. T'sais. Il savait pas ce qu'il faisait. Non, puis il est triste aussi, là. Il a perdu son petit compagnon. Ben oui, il rôde autour de la cage, puis il comprend pas pourquoi son ami est parti. Ben c'est que tu les aimes comme un papa. Oui, c'est vraiment ça. Et éventuellement, tu vas être un papa, puis tu vas être un papa magnifique, parce que je crois que tu as eu un papa magnifique aussi. J'en suis convaincu, Guy.
Je vous salue, Guy. Et les niquettes, il faut que ça se fasse des bébés parce que c'est des belles personnes. Bon, ben, Refusez-nous des niquettes. Vous l'aurez entendu ici. Fait que ça, c'était pas ta chronique. Et Nicole aussi, bravo. Puis Nicole, t'es une belle femme. Puis si t'avais pas Guy dans ta vie, je ferais un move. Ben, je pense que c'est la fin de la chronique. Ben, tu peux faire un mot. Non, je ferais pas ça à Guy. Hein? Tu serais pas gain? Non, parce que là, c'est comme rendu une deuxième mère, mais c'est une belle femme, Nicole, là. Ben, je veux dire, je suis grippé. OK. On va aller avec la chronique de Linda, puis on vient à ta chronique après, Dodo. Le temps que tu... Ben non, mais c'est parce que c'est plate, fait qu'on va la garder pour la moi, fin. En fait, pour ma chronique, j'aurais sûrement besoin de 3/4 d'heure, fait que c'est un peu fallback. Ça va être un début de chronique. Alors, on va y aller avec Linda. Linda, ma Linda. Oh mon Dieu. The magic of your eyes, the spirit of your soul, the presence of your love, my whole life through. Linda. Ah, tu m'as mis dans une émotion, Mathieu. Qui, ben oui. Non, mais je vais m'en servir. C'est rare que je vais là, d'ailleurs. Je me permettais ça. Désolé. Mais c'est non, un peu égoïste. Ne t'excuse pas d'aller dans non, ça, puis je me demandais si c'était pertinent de faire ça, puis je me suis dit, c'est con, mais tu sais, le deuil sous toutes ses formes, puis le deuil animalier, c'est quand même quelque chose. Tu sais, Marianne est très, très sensible à ça. Je pense que ça va être un peu la fin du monde quand Georges et Ballon vont nous quitter. Même avant qu'elle disait, je préférais, moi, mourir avant que eux meurent. Mais puis là, j'ai dit, ben là, c'est parce que c'est des chats, tu sais, faut qu'ils meurent avant nous, sinon ça va vraiment mal. C'est pas l'ordre normal des chats. Mais elle a dit qu'elle a trouvé ça très beau puis qu'elle a beaucoup pleuré. Oui, c'était très beau. C'est magnifique. Moi, j'ai mon chien puis c'est ça. Je suis pas prête à vivre ça, mais ça peut arriver à tout moment. C'est dur. C'est dur. Je pense que c'est Louis C.K. qui avait dit que c'était ça, les animaux domestiques, c'était de l'entraînement au deuil. Ouais. Ça nous pratique au deuil. Tu prends un animal que tu sais nécessairement tu vas mettre de l'amour dedans et si tout se passe bien, il va mourir avant toi. C'est drôle parce que moi on dirait que tu sais notre ami Julien est décédé l'année dernière puis tu sais il y a comme quelque chose avec Julien qui faisait en sorte que je me mettais la pression. On dirait que je fais tout le temps ça dans ces situations-là, tu sais ça m'en prend un qui est solide, tu sais pour les autres, tu sais. Puis là avec le lapin, je fais comme non mais ça c'est ma peine à moi, tu sais. On dirait que je me suis étrangement plus permis de vivre cette peine-là que je me suis permis de vivre la peine de Julien parce que j'avais personne à rassurer ou à réconforter, tu sais. Pour Julien, on avait les encans organisés puis c'est moi qui a organisé qui a animé si vous voulez son mariage, ses funérailles, tu sais. Fait que tu sais c'était comme une responsabilité, j'ai complètement cassé aux funérailles, cela dit là, tu sais. À la fin là, incroyable. À la fin, ça a été t'as été notre fort. Ben, c'est ça, tu sais, je m'étais mis cette pression là, puis là je l'avais pas. À un moment au début, j'étais un peu, tu sais, je me retenais un peu, puis à un moment donné, je fais mais non, Christ, il y a une personne qu'il faut qu'il vive ça, mais tu sais. C'est ça, la vie, c'est cathartique aussi de le vivre, de se laisser vivre, cette douleur là, ça fait qu'on aimait, tu sais. Ouais, c'est ça, puis de pas avoir, tu sais, tu sais, j'étais content, c'est ça, de pas trop aller me réfugier dans les jokes puis tout ça, tu sais, je le fais quand même parce que je pense que c'est sain de faire des, tu sais, ça, j'appelle Rousseff, que je n'arrête pas de dire que Rousseff est un assassin, tu sais, ça me fait rire, tu sais, mais c'est pas pour prendre ça à la légère, mais tu sais, c'est de trouver un bon dosage là-dedans, entre pleurer dans le bain puis faire des jokes d'assassin, tu sais. Mais juste avant, excuse-moi Linda encore. Non, pas tout. Pendant que j'y pense, parce que ça avait l'air d'être une chatte de gouttière qui est venue accoucher. Oui. Normalement, eux, ils ont l'instinct que quand le chaton atteint un certain âge, si le chaton est dans leur territoire, ils vont le chasser. Ouais, là, c'est vrai en ce moment. Vous ferez attention. En ce moment, en ce moment, Maman Chat est hors de contrôle. Nous, on avait une chatte sauvage quand j'étais petit, puis à chaque fois qu'elle avait des chatons, on voulait toujours en garder. Puis on n'était jamais capable de garder parce que son territoire, c'était chez nous. Ben là, c'est ça, tu vois là, à chaque fois que le petit dans son champ de vision à grogne un peu, là, on essaie je trouve, il y a quelques trucs sur Internet, là, qu'on essaie de justement délimiter les territoires. Oui, c'est ça. Fait qu'en tout cas, on est là-dessus, mais pour l'instant, c'est complexe. Ouais. Je vous reviens là-dessus. Okay. On cherchait comment faire du... suspense. On cherchait comment faire du coq à l'âne avec les sujets de l'émission d'aujourd'hui. Puis là, tu m'as dit, étant donné que j'avais plus mon lapin à qui me confier, faut que je me remette à parler à des humains, puis je vais faire de l'anxiété sociale. Eh bien, parlons d'anxiété sociale. Yes. Quel lien fluide. Merci, oui, tout à fait. J'aimerais qu'on fasse d'abord le point sur ce qu'est l'anxiété ou la phobie sociale qu'on appelle, parce que c'est un terme qui est généralisé un peu à tort, parce que c'est un vrai trouble
trouble psychiatrique, puis il y a seulement un psychiatre qui peut vous déclarer que vous souffrez vraiment officiellement d'anxiété sociale. De quel droit? Hein? De quel droit? Ça s'appelle une pratique réservée. Moi, je peux pas te faire de diagnostic. J'accepte ça. Mais c'est sûrement, pourtant, c'est sûrement des trucs dont les gens s'auto-diagnostiquent le plus, là. Ben, les gens sont experts là-dedans, mais on va en parler parce que selon moi, il y a des niveaux, mais si vraiment on regarde vraiment l'anxiété sociale, ce que c'est vraiment officiellement, selon la grande Bible de la psychiatrie, le DSM, qui est rendu à la version 5 maintenant, c'est en fait une peur excessive de se retrouver dans une situation où on serait le point de mire. OK? C'est caractérisé par des pensées invasives du type, qu'est-ce que le monde va te penser de moi si je vais à telle place? Est-ce que je vais avoir l'air fou si je dis telle affaire? Et ça part généralement d'une timidité qu'il y avait dans l'enfance ou, mettons, ça peut partir d'un exposé oral qui a mal été, les enfants ils ont ri de toi puis t'es traumatisé. J'ai eu ça, moi. T'as eu ça, toi? J'ai un exercice d'impro en première année du primaire. Je pense que c'est pour ça que ça a pris vraiment du temps avant que je retourne à faire de la scène. On faisait, et puis j'en souviens limpidement, là encore, là, on faisait un exercice d'impro puis j'étais allé faire une proposition puis c'était genre un mime ou je sais pas trop, mais en tout cas, il y avait pas de parole puis personne n'a compris, tu sais, ce que je voulais faire. Puis moi, j'ai juste comme proposé, puis là, un moment donné, je fais comme c'est pas une bonne idée, je vais arrêter. Jusque là, ça allait quand même pas pire, mais c'est le prof, le coach, il m'a comme poussé, t'sais. Non, mais vas-y, tu sais. Non, mais dis-moi là, c'est quoi? Non, je fais, c'est beau, ça. Non, mais puis là, il a comme insisté, puis là, il m'a. Oui, puis il t'a mis en the spot. Ouais, c'est ça qui m'a poussé à. Tu peux prendre des proportions gigantesques jusqu'à te dire, j'ai pas d'idée intéressante, je n'ai pas de bonne idée, rien peut sortir de moi d'intéressant. Ça peut gonfler, là, tu sais. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre la pathologie puis juste ressentir de l'anxiété sociale? Ah ben, on va en parler. Et tu me devances. C'est tellement brillant, Nicolas. Il me devance tout le temps. Il voit le futur. Son crâne, c'est comme une boule de cristal. C'est ça. Le 7% des gens qui sont vraiment atteints, là, vraiment que c'est envahissant, ils vont éviter les situations sociales où ils vont les vivre très, très, très difficilement. Et pour certains d'entre eux, c'est spécifique, mettons, à un contexte de performance, comme parler devant une audience. Tu sais, avant, c'est normal d'avoir le trac, mais une fois qu'on commence à parler devant les gens, ça passe, mais des gens pour qui ça passe pas, leur voix ne sort tout simplement pas devant les gens. Ah, ça, je comprends. Et ça. Là, c'est comme l'inverse, c'est drôle. Les exposés oraux, c'était mes choses préférées, mais mets-moi dans un groupe à faire du small talk, puis je veux être ailleurs. Oui, ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme toi, puis il y en a peut-être qui écoutent puis qui disent ouais, mais moi je me semble que je considère pas que j'ai une phobie là, qui m'empêche de sortir, de voir des gens, mais je suis quand même gênée, semi à l'aise parmi le monde. Puis à ça je réponds, ben je vous accueille là-dedans, je vous accepte, je vous aime, parce que moi aussi je suis un peu comme ça. On va en parler. Je vais donner des exemples personnels, donnez-en aussi les gars, parce qu'effectivement sans nécessairement être pathologique, donc vraiment une phobie, l'anxiété ça peut se vivre à différentes intensités. On peut posséder des traits de ce trouble-là. Puis moi j'appellerais ça en fait de l'inconfort social à différents niveaux. Oui. Par exemple, moi, je vous donne des exemples avec moi. Quand je vois venir dans un lieu public des gens que je connais, mais mettons pas assez pour être familière, souvent, je vais les éviter. Puis c'est pas pour être bête, c'est parce que j'ai vraiment peur de rien avoir à leur dire d'intéressant. Ah, mon Dieu, tellement tout le temps. J'aille ça, mettons, me demander si je devrais donner des becs aux gens quand ils arrivent, quand ils partent. J'aime pas être en contrôle de cette décision-là parce que pas parce que j'aime pas le contact des gens, mais j'ai peur qu'ils me trouvent trop intense ou trop froide. Tu sais, c'est comme quand, je sais pas comment gager ça. Mettons qu'on m'invite au théâtre, la première chose que je me dis c'est OK, comment je peux éviter je me dis comment je pourrais éviter comment je pourrais me sortir du bavardage après la pièce. Je pense pas à la pièce, je pense à ce qui va se passer après d'être pogné avec du monde. Ah mon Dieu. Ça sonne des cloches, quand tu viens voir les Picbois? Non, pas les Picbois parce que je sais par où sortir après. Non, mais oui, non, j'exagère, mais à peine. Si ça vous tente, j'ai trouvé un petit test en ligne, c'est vraiment prendre avec un grain de sel, mais c'est très intéressant. C'est sur le site phobiesocial.org. Oh, ça, c'est fun pour le dimanche, ça. On va sur Phobiesocial. phobiesocial.org/test. J'ai fait le test. Alors, j'ai appris que dans mon cas, je vivrais une anxiété sociale légère qui me fait éviter certaines situations et qui peut gâcher certains contacts avec les gens ou entretenir ma peur pour rien, dans le fond. Et le type principal de peur que je vis, ça serait celle de me livrer aux autres qui connaissent mes pensées intimes et ma personnalité profonde. On s'entend que c'est pas un diagnostic, mais c'est un petit outil d'introspection qui peut être très intéressant. Allez faire ça, c'est le fun. Bon, le remède le plus commun des gens qui s'automédicamentent pour leur inconfort social, c'est quoi? L'alcool, oui. L'huile sociale. L'huile sociale. Pourquoi? Ben, parce qu'à court terme, on va se le dire, ça marche, en fait. Et pourquoi ça dégêne? Ben, l'alcool, ça crée un débalancement chimique dans le cerveau. Oh non. Ben oui. Ça empêche
Là, je vais vous parler de neurotransmetteurs. Il vient de l'apprendre. Il y a le choc ce matin à la station. Dominique est en choc. En fait, c'est que ça empêche la production normale. Ça empêche la production normale de neurotransmetteurs, OK? Entre autres, la noradrénaline, ça, c'est une sorte de messager dans notre cerveau qui nous avertit d'être vigilants face au danger. Et dans le cas de la phobie sociale, le danger, c'est quoi? Ben, c'est le jugement des autres. Le risque de faire des gaffes, d'avoir l'air fou. Donc, on perd ce jugement-là, cette peur-là. Ça empêche aussi la production normale de sérotonine. Et ça, ça nous permet d'évaluer les situations puis de faire des choix rationnels. Ça augmente la dopamine qui nous euphorise, nous donne l'impression d'être tout puissant. Donc, la combinaison de tout ça avec l'alcool, ça fait quoi? Ben, ça fait taire la petite voix intérieure qui nous dit que tout le monde nous trouve laid et insignifiant. Voilà. La petite voix qui dit qu'on va faire un faux pas, ça la fait taire. Qu'est-ce que ça expliquerait? Mon envie de faire du motocross. Oui, parce que tu deviens plus téméraire, t'as l'impression d'être tout puissant grâce à la dopamine. C'est exactement ce qui fait que pour certaines personnes peuvent regretter d'avoir dit certaines choses parce qu'ils se sont livrés. Effectivement. Puis ça coûte combien un motocross? Ah, t'en as ben sur là, Kijiji. j'aurais fait une recherche, j'avais su, ouais, t'en as sur Kijiji. 10 000 $. Ah oui, mais 1200, là. Puis, en fait, on calcule qu'à peu près une personne sur deux qui vit toutes sortes d'anxiétés confondues trouve que l'alcool lui donne l'impression d'avoir un comportement normal. Mais le problème, on le sait, c'est que le lendemain d'avoir pris de l'alcool pour socialiser, ben on se réveille puis on est encore une personne anxieuse socialement, puis en plus, on a mal à la tête. Donc, attends, vu que je suis à la place de Julien, je dirais, ben là, ça veut dire qu'il faut toujours prendre de l'alcool? Ben, c'est la mécanique de Julien. Julien est très anxieux socialement, justement. Allô Julien, je t'aime. C'est ça? Mais au-delà, mais tu fais de l'alcool plus? Hey, c'est pas si mal. Tu joues Julien. Mais au-delà de ça, en fait, c'est que l'alcool fait tomber l'anxiété, mais l'anxiété, elle a une fonction. C'est un bon stimulant naturel. Donc, il est plus payant à long terme de réussir à la gérer que de la noyer dans les liqueurs. Alors, parlons de est-ce que ça se gère? L'anxiété sociale, ça se travaille? Ben, bonne nouvelle, oui, ça se travaille. Et j'aimerais commencer par le pire conseil pour réduire le stress que j'ai trouvé dans ma recherche, qui nous vient du ministère de la Santé du Québec et qui va comme suit. Ayez confiance en vous. Ben merci ministère de la Santé, aussitôt lu, aussitôt fait. Vraiment un conseil vraiment concret. J'apprécie. Ben j'ai confiance en ma voix. Bon, ben c'est déjà un bon départ. Alors moi, les conseils que je vous dis, voici sont lesquels. Déterminez quel est pour vous le plus petit pas possible pour commencer à braver des situations où vous êtes angoissé par le contact social. Écrivez-là, faites une liste des situations stressantes pour vous. Donnez-leur une cote de 1 à 10. 10 étant, m'a mourir si je fais ça. OK, je suis tétanisée. Et attaquez-vous au 1 pour vous donner du courage. L'amour. Non, ça marche pas. Moi, par exemple, je vous donne un exemple, OK? Moi, là, je me confie. Je me pratique, des fois, à commencer et terminer une conversation correctement quand je croise quelqu'un. Parce que, tu sais, la personne, moi, juste dire ça va bien et toi, au lieu de dire ça va. Ou, tu sais, terminer par bonne journée au lieu de à bientôt pour quelqu'un que je croise une fois par année. Ça a l'air de rien, mais moi, j'ai besoin d'entraînement pour ça. Fait que des fois, je m'entraîne toute seule. Si vous êtes mal à l'aise dans des situations où les gens se rencontrent puis discutent comme les parties, retenez ceci. La plupart des gens aiment beaucoup parler d'eux-mêmes. C'est humain. Hein? Ah, ça, c'est le truc à Marianne. Pose des questions. Exactement. Posez-leur des questions ouvertes. Et puis là, bon, c'est quand même pas un interrogatoire de police. Hein, il risque de vous poser des questions aussi. Mais là, vous allez voir, c'est plus facile de parler quand on répond à une question spécifique que de sortir du contenu de nulle part. Donc, commencez à questionner. Faites-les parler d'eux-mêmes. Les gens, vous allez voir, ça va aller beaucoup plus naturellement. Et comme l'anxiété sociale, c'est nourri par des pensées automatiques, hein, comme on disait tantôt, je suis pas intéressant, tu sais, je vais faire un faux pas. Essayez de vous imaginer que les gens autour de vous, ils se disent probablement souvent la même chose d'eux-mêmes. Hein. Il y a personne qui est parfait et c'est pas vrai que tout le monde est à l'aise en société à part vous. Donc, essayez de coller à d'autres gens peut-être des pensées que vous avez sur vous-même pour vous connecter à l'humanité. Moi, je vais vous dire mon petit truc. Des fois, mettons, je suis assis dans l'autobus puis je regarde les gens. J'ai des visages pas trop longtemps, là, mais j'imagine de quoi il avait l'air quand il était enfant. Et ça me reconnecte à l'expérience humaine. Hein? Alors, trouvez ce qui marche pour vous. C'est drôle, moi, je me projette de quoi ils vont avoir l'air comme des vieillards. Ah, c'est magnifique, ça. Hein? Ça permet de se reconnecter aux humains. Alors, voilà. Ben, moi, par exemple, j'ai un gros pénis. Puis là, des fois, je me demande si les autres ont des gros pénis. Ben, tu me regardes, tu te demandes ça? Oui. OK. Ben, si ça t'aide à te reconnecter à l'humain, je suis obligée de te dire que c'est un bon truc. Toi, laisse faire. Mais ouais, mais c'est ça, il y a toujours le jugement de l'autre. À un moment donné, moi, en tout cas, moi, je fais pas une tonne d'angoisse sociale, mais un peu, tu sais, comme un peu tout le monde, je pense, à certains niveaux. Puis, il y a
tu sais, à un moment donné, tu te mets tu te dis, moi, je suis pas toujours constamment en train de juger tout le monde, tu sais. Quand t'es dans un lieu public. Ah oui, pas toi? Non, ben oui, mais, pas dans ce sens-là, tu sais, pas sur pas sur chaque seconde, tu sais, dans un party, tu peux juger dans un tout événement, le monde sans obséder sur une personne. Je pense que on serait tous étonnés de constater à quel point les gens sont généralement obsédés par eux-mêmes. Exact, tu sais, moi, je me finis toujours par me dire, au final, là, les gens s'en crise de moi, tu sais. C'est un peu égoïste de penser que tout le monde m'analyse. Effectivement. Et jauge chaque affaire que j'ai dite ou quoi que ce soit, tu sais, puis que tout est surveillé, puis tu sais, il y a personne qui fait ça. Mais parce que nous autres, on est dans notre quotidien 100% du temps. Ouais, exact. Les autres le sont et pas. On l'est pas dans le quotidien des autres, là. Ouais, puis tu sais, je sais pas si c'est le fameux truc qu'on sait tous, tu sais, que les réseaux sociaux, ça nous montre juste les bons côtés des autres, fait qu'on a l'impression que nous autres, si on n'est pas au maximum. On compare notre intérieur parfois crappy à l'extérieur bien poli et lisse des autres. Ben oui, exact. Puis je pense qu'on le fait tous plus ou moins consciemment. Là, fait que ça ressort aussi quand on est en public. Quand il y a des gens qu'on a l'impression... Moi, c'est à un moment donné, c'était ça mon problème. Je voulais pas sortir de chez nous si je me sentais pas à 100%. T'sais. Si je me disais pas OK, je suis sacoche, je vais avoir des bonnes conversations, j'ai de quoi raconter. Tu sais, ça m'est arrivé de pas sortir de chez nous parce que je me disais, j'ai comme rien à dire par rapport à la dernière fois qu'on s'est vu, mettons. Et boy, t'es pas Richard Martineau. Il y a toujours de quoi à dire. Hey, d'ailleurs, avez-vous vu hier, moi j'ai vu ça de Jean-François Provençal, c'est là tous les chroniqueurs de droite sont en panique parce que il y a un nouveau logo de l'association étudiante de l'UQAM, de la Fèche ici, qui ont sorti un meme, un faux logo. Tu sais, je pense de mémoire là, c'est avec l'URSS là, dans le logo, puis il y a des symboles, tu sais, de socialisme là, puis de communisme puis tout ça. C'est un faux logo qui se voulait une parodie, tu sais, une auto-parodie d'eux-mêmes. Pis c'est ça qui est rendu weird là, comme niveau, là, c'est que là, t'as l'UQAM qui rigole du fait qu'il y a des gens qui considèrent qu'ils sont communistes, fait qu'eux autres, ils se font un visuel communiste de façon dérisoire. Mais là, Lise Ravary a écrit une chronique là-dessus, Richard Martineau a posté ça sur sa page en panique, là, tu sais, eux autres, c'est OK, c'est la fin de tout, voici le nouveau logo, mais là, tu sais, c'est là, après ça, les commentaires, les gens, évidemment, ils prennent ça pour du cash, fait que là, à l'heure où on se parle, il y a un paquet de monde qui capote parce qu'ils pensent que là l'association étudiante de l'UQAM affiche ses couleurs communistes. Ils vont passer des tracts comme dans JFK, là, puis c'est long. Chaos total. Bon, alors, Dodo, t'avais une petite chronique? T'aimerais t'entendre la petite chronique, Annick? Ben oui, parce que moi, j'ai souvent mon spot. Non, je peux l'entamer, hein? Mais c'est long. Puisqu'il le faut, ben oui. J'annonce que c'est long. En 5 minutes. En 5 minutes. Je change ce thème-là. Mais merci, Linda. En plus, ça fait un beau complément à la question de Sauce-toi que j'avais eu justement sur cette anxiété sociale. C'est vrai. Là, pour les auditeurs de longue date qui nous suivent, vous vous rappelez qu'après l'hyper-normalisation, j'avais un autre gros dossier, mais là, ça remonte à l'été dernier que j'avais essayé de commencer ce dossier-là, et je l'avais déjà commencé, c'est un dossier sur la publicité. Il y a pas neigé sur Montréal. Qui devait nous amener de la Grèce antique au Moyen-Âge jusqu'au panopticon pour ensuite revenir aux influenceurs. Et là, c'est un peu dommage parce que c'est un grand dossier qui s'échelonne sur plus de 2000 ans et je ne sais pas si les gens se rappellent de l'introduction. En tout cas, quand je parlais de publicité, je parlais bien évidemment pas simplement de la publicité commerciale qui n'est que la dernière variation moderne dont je vais parler. Moi, je parlais vraiment du publicitaire, c'est-à-dire vraiment de l'état de ce qui est public. Donc, qu'est-ce qui est diffusé publiquement et qui ne l'est pas. Et ça devait nous faire venir un petit détour en Grèce. En Grèce antique, la période classique du 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Ben oui. Où, justement, Athènes était dans les cités les plus puissantes, grâce à la Ligue de Délos, là, je ne vais pas vous passer les détails, dans lequel il y avait à ce moment-là entre 250 000 et 300 000 habitants quand même à Athènes, ce qui est quand même une énorme métropole. Oh, je m'en calisse pas. Mais à l'intérieur de la société grecque, il y avait environ seulement de 30 000 à 10 000 citoyens.
c'est vrai. Ouais, donc pour être citoyen, il fallait d'une part être un homme, avoir 18 ans et être un enfant de père et de mère athénienne. Donc tous les autres, les femmes n'étaient pas des citoyens, les enfants n'étaient pas des citoyens, c'était des propriétés du père. Les esclaves, bien évidemment. Comme dans Starship Trooper. Voilà. Donc ça, ils le refont, ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un système... L'as-tu vu ça, Mathieu? Arrêtez! Vous l'avez écouté chez vous dans ton ancienne affaire. C'est les meilleurs films, Starship Troopers, tous les films de Verhoeven. Neil Patrick Harris. J'essaie de défendre, t'embarques dans leur délire. C'est parce qu'il y a toujours un commentaire social qui est souvent pas continue compris ton affaire, moi je parle à Mathieu. Donc, il y avait un système légal. Ce qui est intéressant dans le système légal, c'est que les caractéristiques, c'est qu'il était amateur, ouvert, participatif et accessible. Et ce sont tous des caractéristiques qui ne correspondent pas dans notre démocratie moderne au système légal, puisqu'il est maintenant devenu occulte, passif, peu accessible, justement, seulement une classe de citoyens. Donc, on va regarder qu'est-ce qui faisait la particularité de ce système légal-là. Quel est son lien avec la publicité? OK, le sujet, là, c'est le système légal. Non, c'est le caractère public de l'institution légale en Grèce antique pour ramener à la publicité, justement. Parce que ce qui était particulier... C'est la suite de l'autre fois, là? Oui, c'est le grand sujet de la publicité, parce que la publicité va nous ramener à l'hypernormalisation. Toutes les routes mènent à l'hypernormalisation, comme on sait très bien aujourd'hui. Ben oui. Mais on va y arriver. Là, on est dans le bout ou on est dans le champ, c'est ça? Là, on est dans le bout où est-ce que ça va prendre du temps puis que le monde va commencer à se dire, voyons, quand est-ce qu'on y arrive? OK. Mais là, il faut commencer pour arriver. Ouais, Donc, là, on commence. Et là, on commence. Et ce qui est particulier en Grèce antique, c'est qu'à Athènes, il n'y avait pas de police. Oh. Il n'y avait pas de système de répression, de surveillance concrète. Là, comment ils faisaient pour contrôler les carrés rouges? Comment est-ce qu'ils faisaient pour contrôler la population? C'était un caractère public des procès. Il y avait les sycophantes qui, eux, étaient des délateurs professionnels. Eux autres, ils se promenaient pour te stouler. Et là, n'importe qui pouvait amener n'importe qui en procès. Mais les procès en Grèce antique, c'était pas quelque chose qui était compliqué. C'est-à-dire qu'un procès, ça se levait là en une journée, puis ça se réglait. Ça pouvait pas dépasser, c'était dans la loi que ça pouvait pas dépasser une journée en procès. Donc toutes les lois... Simpson, ces procès-là, justement, parfois c'était 1 heure quand c'était des petites affaires. C'était une journée max quand c'était des trucs plus sérieux qui pouvaient avoir jusqu'à la peine de mort. Donc les magistrats ici étaient choisis au hasard. Lui, il préside, mais il connaît pas la loi, il fait pas de jurisprudence, il ne gère pas les débats. Il est juste ça pour s'assurer, bon, c'est à ton tour de parler, c'est à ton tour de parler. Et là, on a juste, lui, encore une fois, tout ce qu'il faisait, c'est guider. Il peut même pas interrompre un plaidoyer. Donc là, ensuite, c'est vraiment l'initiative privée. Il faut que tu amènes quelqu'un en procès. Donc, mettons... mettons, Nicolas, t'es plate à chier. Là, tu m'amènes en perte procès, de jouissance, je te poursuis. Pour perte de jouissance dans la journée. Donc ça se faisait devant un jury de citoyens. Là, s'il y avait un jury qui se faisait, on tirait au hasard dans les citoyens, dans les 10 000 à 30 000 personnes. Et là, c'était de 201 à 501. Mais c'est pas un jury, c'est eux les juges. Donc les juges, c'est la population. Eux, comment que ça fonctionnait, c'est qu'ils faisaient un vote secret de décision en majorité simple et chaque plaidoyer devait se défendre lui-même. Si tu m'amènes en procès, c'est toi qui dois convaincre les 201 à 501 personnes que tu as raison. Puis moi, en retour, c'est à mon tour de parler. Ensuite, eux, ils délibèrent très rapidement. Ils font juste un vote tout simplement en disant coupable, pas coupable. Et ensuite, celui qui accusait propose une peine et l'autre qui s'est fait accuser propose une peine. Et le jury, il peut juste choisir entre ces deux-là. Oh. OK. Fait que, tu sais, soit s'il me retrouve coupable, puis toi, tu proposes la mort. C'est comme mais non, mais c'est comme un gambling, tu sais, pour la personne qui est coupable, mettons là, tu sais, c'est comme de juger, parce que tu peux pas dire je veux rien, tu sais. C'est ça. Ma pénalité, c'est qu'il me donne $1 million. Ça soit raisonnable aussi pour que tu aies une chance de c'est ça. Exactement. Faut que tu réussisses à regarder l'argument de l'autre, parce que c'est l'autre qui le dit en premier, de la façon que je comprends. Oui, c'est ça. Fait que là, t'analyses l'autre, puis tu dis jusqu'où en bas je peux descendre pour qu'il vote pour moi. Mais attends, c'est pire que ça. C'est encore pire que ça, parce que c'est la responsabilité de chaque citoyen de connaître les lois d'Athènes qui sont affichées à l'agora. Comme c'est nos responsabilités de connaître les lois. Mais là, il y a personne qui gère le débat pour dire non, ça respecte pas la loi. OK. Et là, le jury, les juges, plutôt, s'ils connaissent pas la loi, eux autres, ils votent. Il y a pas de jurisprudence. Ça. Tu peux pas aller dire ouais, mais l'autre fois, lui, il a eu ça. Non. À chaque fois, ça repart à zéro. Donc là, ça voulait dire aussi que ceux qui se faisaient accuser, parfois, ils amenaient toute leur famille avec eux, puis ils disaient mais regardez mes bons enfants, vous pouvez pas faire ça. Puis toi, Bobby, t'es dans les juges, tu te rappelles,
everything goes. Il n'y a pas de limite dans le type de plaidoyer. Moi, je pense que ça devrait être de même. Ben, moi, j'aime bien le fait que dans notre système judiciaire, chaque sentence soit aussi dans le but de servir un peu pas d'exemple, mais justement de précédent. Oui, c'est ça. Et mais là, ce qui est intéressant, c'est justement, c'est le fait d'être jugé directement par ses pairs, publiquement, qui faisait office de police. C'est fascinant. C'est-à-dire que tu te promenais, puis tu voulais t'assurer de pas te faire amener en procès. Parce que si tes citoyens, ils t'aiment pas, là, mettons, toi, justement, t'es quelqu'un qui souffre d'anxiété sociale en Grèce antique. Là, t'es chez vous tout le temps, tu sais, puis tu te dis, je veux pas sortir, tu sais, je suis gêné devant les autres, puis tu vas pas dans les assemblées. Parce qu'il y avait 3 sources de divertissement majeures à Athènes, hein. Il y avait les festivités publiques, qui étaient des festivités religieuses. La religion, c'était civique, principalement. Il y avait les assemblées, parce que c'était de la démocratie directe, puis il y avait les procès. Les procès, il y en avait à tous les jours qu'il y avait pas des assemblées. Et ça se passait justement, à l'Agora, à côté des marchés publics. Et ça, c'était vraiment un divertissement. C'est-à-dire que les touristes venaient à Athènes, et Athènes était réputée pour être un peuple litigieux, comme les Américains sont réputés pour être litigieux aujourd'hui. Et les gens venaient à Athènes, puis ils allaient voir ça. Ils pouvaient assister aux assemblées. Ils pouvaient pas voter, toute évidence, mais ils pouvaient assister aux assemblées. Puis là, ils voyaient s'obstiner sur tout. Puis là, ils voyaient en procès s'obstiner sur tout. Donc, c'était un spectacle. Tu sais, c'était super le fun d'aller voir ça. Et ça te pratiquait de les regarder. Et les sophistes aussi, à l'époque, que tu pouvais engager pour qu'ils t'écrivent ton discours si jamais tu vas en procès pour bien paraître, ben eux aussi ils regardaient ça, puis là ils étudiaient l'être humain, puis ils voyaient lui quand il a parlé de son gros pénis par exemple, comme Dominique, ça a pas l'air de marcher avec le juré, mais lui quand il les a flattés dans ce sens-là, ça semblait marcher. Donc il y avait vraiment quelque chose de particulier dans ce processus-là qui faisait justement, pour revenir à celui qui souffrait d'anxiété sociale, s'il est pas connu dans tu sais, les gens ils disent oui, on le voit jamais sortir de chez eux, il a l'air louche, quelqu'un le poursuit, hein? Ben là ses pairs ils vont dire je l'aime pas lui. Oh my God. Toi tu l'aimes-tu lui? Donc ça je connais pas, je sais pas. Ces procès-là, c'était une force de normalisation sociale. Tu devais te faire voir, tu devais te faire apprécier des autres, parce que sinon c'est les autres directement qui te jugeaient. Et ces sycophantes-là étaient aussi, puisque c'était des délateurs professionnels, ils faisaient beaucoup de rançons. C'est-à-dire ils venaient te voir puis ils disaient Linda là, ben pas Linda parce que toi t'es pas une citoyenne. Linda, moi, je t'ai vu l'autre jour, là, puis t'as pissé dans la rue. Donne-moi un peu d'argent pour pas que, sinon je t'amène en procès. Puis là, si on tu penses rendre ma vie encore plus merdique, que Dom n'est pas apprécié, mettons, ben là, lui, il dit, ok, je vais le payer. Je ne me tente pas d'aller en procès. Donc ça faisait que tout le monde se tenait un peu à carreau, parce qu'il voulait pas se faire amener, et même, il y avait même un système que si t'étais, admettons, trop riche, trop puissant, trop coquille, là, il pouvait t'amener en procès. Puis il y avait même une mesure pour ça, pour les trop riches, il les bannissait de la ville. Pour pas que ça nuise au pôle démocratique, que ça reste un peu plus uniforme. Si tu devenais trop riche, tu te faisais bannir de ta propre... T'avais un risque de te faire bannir, effectivement. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir cette tu sais, il y avait une popularité, il y avait des procès célèbres, il y avait des... là, ils ont osé amener tel en procès, tu sais, lui. Fait que là, ça se débattait comme ça, puis ça faisait un peu de science humaine. Les gens étudiaient l'être humain avec ça, puis ça préparait aussi les citoyens, c'est-à-dire que c'était quelque chose de familial. T'amenais ton petit gars, puis tu disais, bon, regarde, là, tu vois, lui, il fait ça, puis... Fait que tout le monde avait pas le choix de connaître la loi s'il voulait, parce qu'il y avait beaucoup de chances que tu te ramasses en procès. C'est ça, tu voulais pas, parce qu'il pouvait avoir des procès sur tout. Donc, il y a quelque chose dans la démocratie générale, puisqu'ici, c'est pas un système qui est autoritaire directement. Tu sais, c'est le fait que la punition était diffusée, c'est l'idée du risque et l'anxiété. Écoutez, imaginez les gens qui ont peur des exposés oraux, et là, faire un exposé oral devant 201 à 501 de tes pairs qui te jugent. Oui, et dont ta vie dépend, là, tu sais. Et il y avait ce côté-là aussi. Quand tu étais juré, tu voulais pas trop abuser, parce que tu disais, ben moi, je peux me retrouver là n'importe quand. Fait que si, tu sais, s'ils s'en rappellent, ben là, les autres, ils vont me ramener ici. Donc, le fait, justement, que... 40 secondes, Nicolas. Oui, que oh là là. Où est-ce que tu peux mettre un signet on va mettre un signet dans tout ça. Bon, ça éduque, ça fait un débat sur les normes. C'est une force de normalisation, ça je l'ai déjà dit aussi. Donc c'est cette peur justement de honte sociale, ça va relier, qui normalisait les comportements. Puis il y avait quelque chose de merveilleux dans le fait que chacun avait la responsabilité et que chacun avait la capacité aussi de se défendre. C'est quelque chose que notre processus juridique occulte aujourd'hui, fermé.
qui, bien qu'il soit public, on peut assister à des procès, nous est incompréhensible aujourd'hui pour gens incultes. J'y reviendrai un petit peu la prochaine fois, parce que là, on va se déplacer la prochaine fois justement sur le caractère public des peines au Moyen-Âge. Comment est-ce qu'on punissait les gens, le pouvoir absolu du roi, comment il se manifestait publiquement dans une espèce de célébration cruelle du tort. Mais oui, ça sera pour la prochaine fois. Wow. Ben, merci beaucoup, Nicolas. Les choses dont on a parlé n'ont plus de secret pour nous. Merci à Dom Massy, merci à Linda. Et pour s'en aller, je vais mettre la chanson que je viens de trouver qui s'appelle Mon petit lapin a bien du chagrin. Merci aussi beaucoup, Niquette, d'avoir partagé. Mathieu. Jeannot, rest in peace. Champion aussi. Musette aussi.